Bonsoir Monsieur le maire. Il y a un an, votre équipe municipale a été élue sur un programme très clair qui visait à redonner du pouvoir aux citoyens et les faire participer davantage à la fabrique des politiques publiques. Donc ça passait par de certaines mesures symboliques, comme les budgets participatifs ou l'ouverture des données publiques aux citoyens afin qu'ils s'en saisissent, mais également la retransmission en ligne du conseil municipal. En revanche, dans votre programme, il n'y avait pas de réflexion globale sur comment articuler cette démocratie participative avec l'emploi de nouvelles technologies. Donc finalement, il n'y avait pas de réflexion globale sur comment faire de Grenoble une smart city au niveau européen. Alors qu'est-ce qu'une smart city ? Une smart city, selon les définitions officielles, c'est une ville qui a recours aux nouvelles technologies justement pour à la fois permettre aux citoyens de se saisir des enjeux de politique publique, mais également pour répondre à un double objectif, celui à la fois d'améliorer les performances des services publics et de diminuer les coûts de ces services publics pour économiser les deniers publics en période d'austérité et de baisse des dotations publiques pour les collectivités locales. Alors peut-être que pour être plus concret, je vais prendre quelques exemples qui existent dans le monde. Par exemple, la commune de Londres a décidé de développer une application qui s'appelle Where I Can Live, qui permet à chaque habitant de choisir son futur lieu d'habitation en fonction du temps de trajet domicile-travail qui est mesuré par la commune et en fonction aussi du parc locatif disponible, qui est là aussi mis à disposition par la commune. À Lyon, par exemple, la municipalité a décidé de mettre en place un système qui s'appelle Optimode, qui permet à chaque citoyen de savoir le temps de trajet précis à 1 heure près de déplacement qu'il fera au cours de la journée, qui lui permettent aussi de finalement prévoir son transport en fonction du trafic journalier. À Boston, une initiative qui s'appelle Citizen Connect permet à chaque citoyen, à partir d'une application smartphone, à signaler tous les problèmes de voirie, de graffiti, qu'il peut signaler de manière instantanée. Bref, toutes ces expérimentations invitent à réfléchir sur comment éventuellement les développer à Grenoble. Plusieurs mesures peuvent être développées. L'open data, vous y êtes très attaché, vous avez commencé à faire des actes à ce sujet. Mais le véritable enjeu n'est pas seulement de mettre à disposition ces données publiques, il s'agit de les simplifier et de les rendre intelligibles pour le citoyen néophyte. Donc ça, c'est un véritable enjeu, c'est ce qui se fait dans de plus en plus de communes. Un autre axe à développer, c'est le smart data. Là aussi, je tiens à signaler que les municipalités précédentes et vous y êtes attachés, parce qu'aujourd'hui, il est possible pour chaque citoyen grenoblois d'utiliser un véhicule individuel électrique grâce au système de Cité Libre. Vous avez aussi un ensemble d'acteurs locaux à développer des capteurs intelligents pour améliorer l'efficience énergétique. Finalement, comment prolonger ces orientations ? Enfin, vous avez décidé d'associer les habitants aux décisions publiques, mais comment finalement faire d'eux des producteurs d'informations ? C'est-à-dire, par exemple, pourquoi pas envisager, à partir d'applications de smartphone, à directement proposer aux citoyens de signaler les problèmes et de proposer des solutions. De même, pourquoi ne pas envisager de faire des budgets participatifs en ligne afin d'associer plus de citoyens et de rendre aussi les subventions publiques, par exemple, plus transparentes. Enfin, je voudrais finir par une piste qui est explorée au niveau européen, ce sont les plateformes de crowdfunding. Ce sont des financements participatifs qui permettent à chaque personne touchée sur Internet de pouvoir donner pour un projet qu'il souhaite soutenir. Pourquoi ne pas réhabiliter, par exemple, la Tour Perret à Grenoble à partir de ce type de financement? Donc ma question est très simple. La ville de Grenoble dispose de tous les atouts pour mettre en place une Smart City. Elle s'est déjà engagée dans cette voie. Mais pourquoi ces enjeux étaient plutôt absents de votre programme et comment vous comptez les prendre en compte dans le futur? Alors, peut-être d'abord dire pourquoi c'est pas une ligne de force de notre programme. En pratique, je vais le développer tout à l'heure, on va voir qu'il y a plein de morceaux de notre programme qui contiennent de l'utilisation du partage de données publiques, de l'enrichissement de données publiques pour avancer et de cette participation et de cette interface finalement de cette gestion publique de la donnée parmi les habitants et avec l'enrichissement des habitants. Mais pourquoi c'est pas un axe de notre programme? Parce que, grosso modo, les villes industrielles de l'après-guerre se sont développées autour du tout béton et du tout voiture.
Donc ça a été un espèce de mythe, tout allait bien, la reconstruction, c'est génial, il y a du boulot, il y a une espèce de consommation de masse qui s'est développée dans nos villes, avec plein de travers déjà à l'époque, je ne vais pas revenir dessus maintenant, mais toujours est-il que ça a été ça. Nous sommes maintenant à un virage où on prend tout d'un coup conscience que les ressources de la planète sont limitées, que la ville, il va falloir apprendre à comment développer notre bien-être en baissant notre consommation énergétique et en baissant notre production de pollution. Donc il y a des enjeux majeurs. Et par rapport à cela, il y a deux visions. Il y a une vision techniciste qui est de dire finalement la ville c'est une usine, les habitants c'est des petits pions, et donc je vais m'assurer, moi, grand coordinateur central, que les petits pions ils soient bien optimisés dans ma ville-usine pour qu'ils ne polluent pas trop, qu'ils se déplacent bien, tout ça. Bon, qu'ils consomment bien et tout bien. Donc ça c'est une vision. Et je pense que derrière le terme de Smart Cities, et particulièrement peut-être derrière l'utilisation qui a été faite de cette appellation ici, comme une sorte de showroom parfois, qui a mené à des aberrations, genre la boucle d'eau tiède, donc la récupération d'énergie fatale sur la presqu'île, qui était censé être un super outil techno, mais qui en pratique générait des charges pour les logements sociaux qui allaient être là, qui étaient plus élevées que dans un logement standard, alors qu'on était dans une construction basse consommation. Donc il y a des aberrations de ces logiques Smart Cities. Et donc nous, ce que nous portons, c'est une ville, un regard humaniste sur la ville, c'est de se dire qu'effectivement, ça part de l'usage et que la technologie n'est là que pour se mettre au service et permettre à chacun de nous d'être plus libre, d'agir plus librement, avec plus de conscience et de pouvoir être plus citoyen. Donc c'est ça qui fait notre ligne de force, c'était ça l'axe de notre campagne autour de la ville à taille humaine, de la ville durable, et pas effectivement le regard Smart Cities, et on va vous mettre des capteurs intelligents et un compteur qui sera piloté depuis l'autre bout de la France pour optimiser votre sèche-linge sans que vous ayez à vous en occuper vous-même, et le déplacement et puis finalement occupez-vous de rien, tout ira bien avec la ville technologique. C'est pas ça notre regard, même si cette technologie elle peut amener des choses intéressantes, mais ça ne couvre qu'un tout petit bout. C'est l'efficacité énergétique. On sait qu'il y a à la fois la production d'énergie renouvelable, et Grenoble est en retard dans ce domaine-là par rapport à ses objectifs. Et il y a également les comportements, l'usage, notre sobriété énergétique. Et c'est là un champ qui touche en plus des dimensions sociales extrêmement fortes. La précarité énergétique, ça se traite aussi par des questions comportementales, par des questions citoyennes. Et c'est comme ça qu'on avance sur ces sujets-là. Donc ça, c'est notre regard général sur la ville. C'est une ville humaniste et c'est pas un regard où la technologie va nous sauver et dans 30 ans, il y aura plus de soucis grâce à la techno. Si on prend par contre après dans les propositions que vous avez amenées, c'était plein de questions, j'aurais pu vous les donner avant, puisque de fait, typiquement si on prend au dernier exemple la Tour Perret, sur la Tour Perret, nous avons dit, parce que nous avons des choix budgétaires drastiques à faire, que ce n'était pas quelque chose que nous allions rénover avec de l'argent municipal ou avec, ce sera juste un petit bout d'argent municipal. Nous, on se focalise sur les 40 classes que nous avons à ouvrir d'ici 2020 et donc l'ouverture d'écoles en termes d'investissement. Et donc là, on va ouvrir une souscription. Il y a un test en ce moment avec l'orgue de la collégiale Saint-André. Donc une souscription publique pour avoir une participation et également du mécénat d'entreprises privées, à la fois de l'ingénierie. J'ai été discuté déjà avec Vika dès le mois de juillet dernier pour à la fois sur l'ingénierie et du mécénat pour rénover la Tour Perret. Donc oui, ça marche. Et oui, ces outils-là, ils passeront sans doute par des plateformes participative, même si ces plateformes internet, c'est pas non plus la panacée. Il y a plein de gens qui peuvent envoyer des chèques avec un petit bout de papier, on le prendra aussi, il n'y a pas de souci. Sur l'exemple que vous donniez sur Lyon, l'application, on a lancé là, et c'est un changement, puisque je ne sais pas si vous étiez utilisateur de l'application, ça s'appelait comment, la Mobicité ou un truc comme ça auparavant, qui était juste totalement insupportable, puisque tous les arrêts de Grenoble étaient classés derrière la lettre G. Ce qui est vachement pratique pour trouver l'arrêt avec lequel vous allez jouer à la fois au niveau du bus ou au niveau du tram. Il y a une nouvelle application qui maintenant vous offre non seulement le transport en commun, mais également la solution à pied, la solution en vélo pour optimiser vos déplacements. Donc ça a été fait. L'open data, nous publions nos données. Sur les subventions,
aux associations, nos prédécesseurs le faisaient aussi, donc c'est déjà disponible depuis des années. Vous pouvez regarder quelles associations touchent quelles subventions. Il y a un tableau, un listing qui est bien fait, vous pouvez l'analyser, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs pendant la campagne, pour constater que petit à petit, un petit nombre d'associations captaient l'essentiel des financements. Donc ça, c'était déjà disponible et nous le continuons. Sur l'open data, nous l'avons largement élargi et ça amène des résultats sur la question typiquement des données scolaires. C'est bien des parents d'élèves qui sont venus enrichir les données publiques en disant bah, là en fait vous avez oublié un immeuble dans lequel il y a tel type de famille qui va arriver, là, et finalement qui ont enrichi les données publiques. Donc ça se passe déjà, cet enrichissement des données publiques, même si nous commençons là-dedans, à la fois aussi la dynamique des logiciels libres, mais que la route est très longue, les opportunités sont immenses. Mais en tous les cas, dans notre tête, ces opportunités-là, c'est pas une vision techniciste et technologiste de la ville, c'est une vision humaniste et de voir comment ces outils peuvent être juste au service de notre liberté de citoyens.